Lafcadio-Hearn, le Japon, charme et étrangeté. Les premières impressions du voyageur au Japon sont, pour la plupart, délicieuses. Et celui que le Japon laisserait sans émotion serait vraiment un homme d'un naturel aride ou grossier. Au contraire, cette émotion donne à qui la ressent la clé d'un difficile problème. Elle lui ouvre le caractère d'une race et d'une civilisation. Mes premières impressions du Japon, un Japon entrevu, dans le soleil blanc d'une irréprochable journée de printemps, ne devaient pas différer beaucoup de ce qu'éprouve la moyenne des voyageurs. Je me rappelle surtout l'émerveillement et la joie du spectacle. Après 14 années de séjour, ni l'émerveillement, ni la joie ne se sont dissipés. Ils se raniment, encore bien souvent en moi, à l'appel de la moindre circonstance. Mais comment analyser ces sentiments, ou plutôt comment en deviner les raisons, car je ne puis pas encore prétendre que je connais vraiment le Japon. Il y a longtemps, le meilleur et le plus cher de mes amis japonais me disait avant de mourir, dans 4 ou 5 ans d'ici, quand vous serez convaincu que vous ne pouvez en rien comprendre les Japonais, c'est alors que vous commencerez à les comprendre un peu. Depuis j'ai vérifié cette amicale prophétie, je me rends compte, enfin, que je ne comprends pas le moins du monde les Japonais. Je crois donc que je suis prêt à écrire cet essai. Tout d'abord, l'étrangeté apparente de toute chose au Japon donne au moins à certains esprits une inquiétude surprenante, inexprimable. C'est, il me semble, le même sentiment du surnaturel qui nous gagne en présence de l'inconnu, de l'absolument inconnu. On se trouve soudain allant dans de bizarres petites rues. On circule parmi de bizarres petites personnes vêtues de robes et de sandales aux formes extraordinaires. Au premier instant, on est tout à fait incapable de distinguer le sexe des passants. Les maisons sont construites et meublées de façon toute nouvelle sur vous. On est stupéfait de ne pouvoir même imaginer la nature et l'usage des innombrables objets exposés aux devantures. Ce sont des aliments d'une origine inconnue, des emblèmes incompréhensibles, d'une mystérieuse croyance, des masques et des jouets étranges, rappelant sans doute les légendes des dieux et des dragons, des figurines grotesques des dieux eux-mêmes, dont le visage sourit, énigmatique, entre deux oreilles monstrueuses. Et partout, sur les enseignes, sur les étoffes tendues sur le dos des passants, de merveilleux caractères chinois, des textes sorciers qui sont la note dominante, irritante. Il est vrai qu'on remarquera aussi des poteaux télégraphiques, des machines à écrire, des ampoules électriques et des machines à coudre. Mais ces détails ne diminuent pas la vive impression d'étrangeté du premier contact, et cette impression ne s'affaiblit nullement au fur et à mesure que l'on connaît mieux ce monde fantastique. Vite on s'aperçoit que même les menus gestes des gens du peuple sont incompréhensibles pour nous. Ils travaillent, mais tout ce qu'ils font, ils le font au rebours de la méthode occidentale. Ils manient de façon imprévue des outils aux formes surprenantes. Le forgeron, accroupi devant son enclume, lève un marteau dont un forgeron européen ne saurait pas se servir. Le menuisier tire à lui, au lieu de les pousser, une scie curieuse et un rabot bizarre. En tout et toujours, la gauche
est le côté droit, et la droite est toujours le mauvais côté. Pour ouvrir ou pour fermer une serrure, il faut sûrement tourner la clé dans le sens inverse de celui auquel nous sommes habitués. Monsieur Percival Lowell a dit très justement que les Japonais parlent à l'envers, lisent à l'envers et écrivent à l'envers. L'habitude d'écrire à l'envers n'est pas sans raison. La calligraphie japonaise explique suffisamment pourquoi l'artiste pousse son pinceau ou son crayon au lieu de le tirer à lui. Mais pourquoi, au lieu de glisser le fil dans le trou de l'aiguille, une jeune japonaise pousse-t-elle le trou de l'aiguille sur le bout du fil? Extrait de Lafcadio Hearn, Le Japon.